Il a dit ces mots comme on parle de la pluie ou du vent, sans hésitation, sans une once de culpabilité. Tu n'es plus une priorité, maman. Juste comme ça. Pas de silence pesant après la phrase. Pas de regard qui cherche à réparer. Rien, comme si ce qu'il venait de dire n'était pas un coup de couteau, mais une évidence banale. J'étais dans la cuisine, les mains serrées autour d'un plat fumant de lasagne que j'avais préparé pour lui, sa femme, leurs enfants. Le plat était encore chaud, l'odeur d'ail et de tomates emplissait la maison. J'avais mis du cœur à le cuisiner, comme toujours. Mais d'un coup, je ne savais plus quoi en faire. Mes doigts commençaient à brûler, pourtant je restais immobile, figé, comme si le monde venait de basculer et que mon corps refusait de suivre. Je n'étais même pas censé entendre ces mots. J'avais utilisé mon vieux double des clés, celui que je gardais depuis toujours, et j'étais entré discrètement, comme autrefois. C'était naturel, cette maison, je l'avais en partie financée. Les murs, les rires des enfants, je les avais portés, soutenus, nourris. Mais ce jour-là, je n'étais qu'une intruse dans un lieu qui n'avait plus de place pour moi. Les voix venaient du salon. Je me suis figé dans le couloir, le souffle suspendu, comme si le moindre bruit pouvait me trahir. Sandra parlait d'un ton sec, tranchant, cette voix serrée qui ne laisse aucune place à la tendresse. Ta mère, c'est trop. Elle débarque sans prévenir, apporte de la nourriture qu'on n'a pas demandé. On dirait qu'elle veut s'installer ici. Ces mots me sont parvenus comme des éclats de verre. Puis la réponse de mon fils, sans la moindre hésitation, sans même un soupir de gêne. Je sais. Je lui ai dit qu'elle n'était plus une priorité. On a notre vie maintenant. Elle doit lâcher. Ces mots ont eu sur moi l'effet d'un coup près. Pas de nuance, pas d'excuse, juste une vérité brutale. Je n'étais plus une priorité. Pas parce qu'il manquait de temps. Pas parce qu'il croulait sous les obligations. Non, simplement parce que, dans leur nouvelle vie, il n'y avait plus de place pour moi. J'ai senti mes jambes vaciller, mes genoux plier sous le poids de cette révélation. Tout ce que j'avais porté, tout ce que j'avais sacrifié, balayé en une phrase. Comme si 45 années d'amour, de nuits sans sommeil, de sacrifices invisibles, n'étaient plus qu'un poids encombrant, une habitude gênante dont on se débarrasse en silence. Je me suis accroché un instant à la rampe de l'escalier, tentant de calmer le vertige qui me prenait. Mon cœur battait si fort qu'il couvrait presque le son de leur voix. Alors, sans faire de bruit, j'ai pris ma décision. J'ai rouvert la porte d'entrée, lentement, veillant à ce que le cliquetis discret ne les alerte pas. Le froid du dehors m'a saisi aussitôt, mais c'était plus supportable que le froid que je venais de sentir en moi. J'ai déposé sur le perron le plat de lasagne encore fumante, celle que j'avais préparée avec soin, croyant offrir un geste d'amour. Soudain, elle n'était plus un cadeau, mais un poids que je ne pouvais plus porter. Puis j'ai tourné les talons. Mes pas résonnaient à peine, mais dans ma poitrine, chaque battement de cœur cognait comme un tambour. Ma respiration était hachée, lourde, douloureuse, comme si chaque inspiration devait forcer son passage dans une cage trop étroite. La rue m'a accueilli dans son silence, indifférente. Je me suis éloigné, le corps raidi, la gorge serrée, le souffle court. Et derrière moi, sans qu'ils le sachent, je laissais plus qu'un plat de lasagne. Je laissais une part de moi-même, celle qu'ils avaient jugée inutile. La route du retour s'est faite dans un silence presque irréel. Pas de radio, pas de musique, juste le bruit monotone de ma respiration et les grincements de ma vieille Volvo. La même voiture que Jeff m'avait supplié d'acheter pour lui quand il partait à l'université, 12 ans plus tôt. Comme toujours, je n'avais pas hésité. J'avais acheté la voiture, comme j'avais payé ses frais de scolarité, son appareil dentaire, ses colonies de vacances. Comme j'avais gardé ses enfants lorsque Sandra voulait retravailler. Comme j'avais tout donné, toujours, sans rien attendre en retour, sauf peut-être un peu d'amour, un peu de reconnaissance. À la maison, j'ai allumé la bouilloire. Le sifflement était familier, identique à tous les autres soirs, mais ce soir-là, il sonnait faux. J'ai préparé un thé et je me suis assise à ma petite table ronde, celle dont le bord était bréché. Mes yeux se sont posés sur le mur couvert de photos. Jeff, 4 ans, le sourire éclatant malgré ses dents manquantes. Jeff à sa remise de diplôme, moi à côté, ma main serrée sur son épaule, fier, même fatigué. Des vacances à Cap COD en 1996, figées dans des sourires photographiés. Tout était là, devant moi. Des décennies de souvenirs, des preuves matérielles de tout ce que j'avais donné. Et pourtant, à cet instant précis, je n'étais plus qu'une étrangère. Plus une mère, plus une priorité, juste un nom rayé de l'ordre du jour de mon propre fils. Je l'avais élevé seul. Son père nous avait quittés quand il avait 10 ans. J'avais travaillé 2 emplois, parfois 3, pour qu'il n'ait jamais faim. J'avais payé l'université, soutenu ses projets, même ceux voués à l'échec. J'avais financé la compte de sa maison, aidé pour les factures, offert mes bras pour les enfants. Et tout cela, sans jamais demander quoi que ce soit. Pas de merci, pas de reconnaissance, pas même une place à part entière dans leur vie. Mais je n'avais jamais imaginé que je deviendrais invisible. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Pas encore. Les larmes restaient suspendues quelque part, bloquées, comme si mon corps refusait encore de leur donner la permission de couler.
Au lieu de céder à la douleur, j'ai ouvert ce vieux tiroir que je n'avais pas touché depuis des années. Il grinçait légèrement, un son familier qui réveillait en moi des souvenirs enfouis. C'était le tiroir de mes papiers financiers, celui où je rangeais les preuves silencieuses de tous mes sacrifices. À l'intérieur, il y avait ce dossier cartonné, un peu jauni, dont le titre avait été écrit de ma propre main, en lettres appliquées, presque tendres, Jeffrey. J'ai passé mes doigts sur l'écriture, comme si je caressais son nom. Puis je l'ai ouvert. À chaque page tournée, le passé me sautait au visage, brutal, précis, implacable. Des reçus froissés, des factures soigneusement pliées, des relevés que j'avais conservés comme autant de cicatrices sur papier. Les chiffres défilaient, les frais de l'école privée, les paiements pour les colonies de vacances, les factures de soins médicaux, l'orthodontie, les petits extras que je ne comptais pas. Et puis, cette somme énorme, l'acompte pour sa maison. Tout additionné, cela dépassait les 180 000 $. Je me suis arrêté, le souffle court. Ce n'était pas seulement de l'argent que je voyais aligné devant moi. Non, c'était beaucoup plus. Ces papiers, c'étaient mes heures supplémentaires à l'hôpital, mes nuits sans sommeil, mes genoux douloureux à force de courir d'un emploi à un autre. C'était ma santé qui s'était effritée au fil des années, mes années de jeunesse troquées contre sa sécurité, mon silence offert en échange de sa tranquillité. Tout ce que j'avais donné, chaque sacrifice, chaque renoncement, tout ça se trouvait là, froidement résumé en chiffres. Et lui, aujourd'hui, avait osé dire que je n'étais même plus une priorité. Je me suis assise, incapable de bouger, le dossier ouvert devant moi comme un miroir cruel. La pièce était silencieuse, mais dans ma tête résonnait sans cesse cette phrase, comme une cloche d'église sonnant une messe funèbre. « Tu n'es plus une priorité, maman. » Elle se répétait, encore et encore, s'infiltrant jusque dans ma chair, s'imprimant dans mes os. Pas comme une simple parole, mais comme une sentence irrévocable, gravée au fer rouge dans mon existence. J'ai posé mes mains à plat sur la table pour m'ancrer, pour ne pas m'effondrer. Mais à cet instant précis, je me suis senti réduite à néant, comme si toute ma vie n'avait été qu'un long don qu'on avait fini par balayer d'un revers de main.